les semaines sociales proposent. Oui, à nouveau, nous avons voulu formuler des propositions. Des propositions pour l'éducation motivées par ce double objectif de favoriser la réussite éducative de chacun, individuellement, et de renforcer la cohésion sociale. Bien sûr, formuler des propositions, c'est prendre le risque de s'exposer à la critique. Mais cela ne nous a pas arrêtés, tant nous avons été saisis tout au long de la longue préparation de cette session, presque 2 ans, par l'urgence de la situation. Et nous avons aussi souhaité saisir l'opportunité de ce temps si particulier de la vie publique en France, qui est la campagne présidentielle, pour adresser nos propositions au monde politique, non pas comme un catalogue de revendications fermées, mais comme une base de dialogue, un livre ouvert. Ces propositions sont portées par les semaines sociales, mais elles ne sont pas notre propriété exclusive. Bien au contraire, elles sont le fruit d'une longue démarche participative que Denis Vinquier, notre vice-président aux antennes, a bien retracée hier matin en ouverture de notre session. En somme, nous nous sommes appliqués à nous-mêmes notre vœu de rechercher des alliances éducatives et d'expérimenter des méthodes nouvelles, car ce fut en effet une méthode nouvelle pour les semaines sociales. La démarche et le résultat sont certainement imparfaits et nous devrons aussi l'évaluer. Cette marche d'approche s'est traduite notamment, elle s'est concrétisée sur une plateforme web avec 10 chapitres qui ont recueilli quelques 135 contributions, des contributions solides, consistantes et issues pour nombre d'entre elles de près de 40 réunions en région. Et j'ajouterai que ces propositions ont fait l'objet hier, pendant le forum, de commentaires de votre part, sous la forme de notes ajoutées derrière le mur du fond, que nous avons relus hier avec Christine avec beaucoup d'intérêt. À partir de ces contributions déposées dans les 10 chapitres du livre ouvert, le groupe de préparation de cette session a identifié 4 grands domaines d'action. Famille et parentalité, ouverture de l'école au monde, tutorat et compte personnel d'éducation, autonomie et régionalisation. 4 domaines où nous pensons qu'il est possible de dégripper un système qui semble parfois tellement immuable, alors même que nous avons entendu hier tant et tant d'expériences et d'initiatives innovantes. Et en effet, dans chacun de ces domaines, il s'est déjà expérimenté beaucoup de choses. Nous avons pris le temps de découvrir autant que possible ces expériences et d'en faire le rappel dans chacun des 4 domaines. Notre livre ouvert commence à chaque fois par demander qu'on encourage et qu'on étende autant que possible ces initiatives existantes. Mais ce matin, pour rester dans le temps imparti, nous ne les rappellerons pas trop longuement. Chacun d'entre vous a dû recevoir en entrant ce document, qui est par ailleurs consultable sur Internet, et pourra donc retrouver le rappel de toutes ces pistes existantes à encourager et à valoriser. Nous nous concentrerons donc maintenant sur les propositions nouvelles. Les semaines sociales de France préconisent que des expérimentations soient menées dans ces différents domaines pour un temps et sur un territoire préalablement défini, expérimentations qui devront faire l'objet d'évaluations et pourront, si celles-ci sont positives, être généralisées tout en laissant le plus possible d'autonomie aux acteurs. Il s'agit en effet de dégripper un système et non pas de remplacer un système par un autre. Je passe la parole à Christine Rossignol qui présentera le premier domaine. Famille et parentalité. L'éducation est la première responsabilité des parents. Cependant, ça n'est pas toujours si simple et les conseils viennent de toutes parts et sont parfois assez divergents. Et puis les parents ne sont pas les seuls, il y a les grands-parents, il y a l'école bien sûr, il y a les médias. Et tout ceci n'est pas toujours en cohérence. Donc nous préconisons de développer le plus tôt possible le soutien à la parentalité. Alors hier dans l'Agora, cette expression a interrogé. Il ne s'agit pas de faire des cours de parentalité, mais il s'agit de permettre aux parents de s'interroger entre eux, avec d'autres, dans des lieux ouverts
pour que cette construction de la parentalité, comme cela se fait déjà, puisse se développer pour le plus grand nombre et le plus tôt possible. Donc beaucoup de réactions hier à l'Agora sur cette proposition et même une adhésion qui va jusqu'à dire et quand est-ce qu'on travaille la grand-parentalité? Deuxièmement, l'accueil pour tous de la petite enfance. Là aussi, beaucoup d'encouragement de l'Agora et beaucoup de déclinaisons pour faire des crèches, des lieux de rencontre aussi, donc des lieux de construction de cette parentalité, pour jouer l'intergénérationnel en favorisant le rapprochement crèche, grands-parents ou génération des anciens. Troisième proposition, le droit au congé parental d'éducation. En le gardant dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans la limite de ces 3 ans, l'assouplir en le rendant modulable, séquentiable et en étendant jusqu'à l'âge de 16 ans des enfants pour la prise de ce congé. Et non pas faire un congé qui durerait 16 ans, comme certains ont cru le comprendre hier dans l'Agora. Développer une activité bénévole des salariés, un mécénat de compétences qui peut ensuite déboucher plus tard sur un engagement quand on est moins occupé ou plus occupé parce qu'on est à la retraite. Travailler la compréhension mutuelle enseignant-famille. En particulier, et ce pour toutes les familles, et en particulier, on l'a évoqué hier, pour les familles qui ne maîtrisent pas tous les codes de l'éducation, qui ne connaissent pas l'implicite de l'école, qui ne savent pas ce que veut dire une évaluation, un type de remarque, une orientation. Voilà. Donc, développer cette compréhension en donnant les codes, mais aussi en travaillant, et c'est une ancienne enseignante qui parle, à faire bouger le regard des enseignants sur la valeur éducative des parents, toujours positive, quels que soient les liens familiaux. Et nous sommes bien placés à Apprentis d'Auteuil pour savoir que, quelles que soient les histoires familiales, la valeur éducative de la famille est toujours première et positive. Aménager des horaires scolaires pour que les fameuses réunions de profs ne se situent pas pendant les horaires où les parents travaillent, concilier 2 mondes professionnels, comme si l'un n'avait rien à faire, les profs, et l'autre n'avait pas le temps. Enfin, pour créer mieux la communauté et les alliances, développer des fêtes d'intégration en début d'année par classe dans les établissements scolaires. Alors il ne sera sans doute pas nécessaire d'insister longuement sur la nécessité d'ouvrir davantage l'école au monde, en tout cas pour vous aujourd'hui, puisque nous avons d'ailleurs noté dans l'Agora une adhésion forte à cette formulation. Et de fait, tout au long de la journée d'hier, nous avons bien entendu combien était dommageable ce cloisonnement entre le monde scolaire et le reste de la société, qu'il s'agisse de l'environnement immédiat, le quartier, la ville ou plus lointain. Ce cloisonnement se nourrit des représentations que l'on se fait de l'autre. L'autre, cela peut être l'enseignant pour le parent, l'entreprise pour l'enseignant, l'adulte pour l'enfant. Il est important de faire tomber ces craintes, ces défiances mutuelles, en cultivant une meilleure connaissance mutuelle. Alors c'est fort heureusement un domaine où les initiatives existent déjà, favorisant la mobilité des étudiants, la rencontre entre les acteurs économiques et le monde enseignant, prévoyant des espaces pour les parents dans les écoles, mais à l'évidence, il faut aller plus loin. Pour y contribuer, les semaines sociales proposent d'abord, quelque chose de simple peut-être, de systématiser dans les établissements scolaires 3 types d'actions, 3 journées. Une journée consacrée à la découverte de l'environnement de l'école pour permettre au personnel scolaire de mieux connaître les ressources et les contraintes du territoire, en particulier pour les professeurs qui n'habitent pas sur place ou ceux qui viennent d'arriver dans l'établissement. Une journée de découverte des métiers, comme cela se fait déjà très souvent au collège, mais en n'ayant pas crainte de le proposer plus tôt, dès l'école primaire. Alors nous avons bien noté
cours de l'Agora hier des réactions plus mitigées sur ce point, mais dès cet âge, les enfants sont curieux de connaître les métiers et ils s'y intéressent. Puis des journées solidaires organisées en lien avec des associations locales pour aller à la rencontre des plus fragiles, des plus démunis, en montant un projet au service des autres qui sera relu et évalué dans le cadre scolaire. Il convient aussi de promouvoir des méthodes d'enseignement coopératif, celles qu'évoquait hier Pascal Balman, pour développer l'empathie, la capacité à s'engager dans une démarche collective, à travailler en équipe et n'être pas que dans la sélection des meilleurs. Et ce ne sont pas que de doux rêves, de douces utopies. Cette compétence à travailler en équipe est aussi quelque chose de recherché dans le monde du travail et combien nécessaire pour la cohésion sociale. Nous proposons également de renforcer l'enseignement moral et citoyen qui existe au collège, mais en allant au bout de la logique, jusqu'à créer une option engagement civique et citoyen au bac, qui serait validée en contrôle continu, pourrait donner lieu à une présentation par l'élève devant ses pairs, les autres élèves, et apporterait un bonus de points pour l'examen. De même, faut-il encourager le principe d'une année de césure après le bac pour effectuer un voyage, soutenir le service civique en y octroyant les moyens financiers. Hier soir, nous entendions l'expérience de croissance responsable qui propose des stages aux professeurs pour découvrir l'entreprise. Eh bien, nous proposons que cette ouverture soit incluse dès la formation initiale, puis la formation continue des personnels de l'éducation nationale. Et non seulement l'ouverture à l'entreprise, mais plus encore les relations avec les parents ou même l'animation, comme l'évoquait Jean Caron hier. Enfin, nous proposons que soit lancée une réflexion qui sera complexe sur l'ouverture des établissements d'enseignement à la société pour en faire d'autres maisons communes. Je dis d'autres parce que la maison commune, normalement, c'est la mairie. D'autres maisons communes, des lieux ouverts, consacrés évidemment à la connaissance, mission première de l'école, mais aussi aux rencontres et aux activités socio-culturelles. Des expérimentations existent déjà dans le privé et aussi dans le public parfois, et cela se pratique largement dans d'autres pays. Cela demande d'assouplir la réglementation d'usage des locaux scolaires et de résoudre certainement des questions d'assurance qui servent trop souvent de prétexte à ne rien faire et à bloquer toute initiative nouvelle. Chaque établissement, je vois qu'il y a des gens qui ont été confrontés au problème, chaque établissement volontaire pour s'ouvrir en dehors des heures d'enseignement devrait alors pouvoir disposer d'un accompagnement par un gestionnaire des relations avec le quartier. Levier tutorat et compte personnel d'éducation. On n'apprend pas qu'à l'école. On apprend avant, on apprend après, et on apprend à côté et en dehors. Donc nos propositions, et là aussi, elles s'inscrivent dans du déjà là, dans des expériences déjà menées, proposent d'unifier, de faire des liens entre ces différents lieux d'apprentissage, ces différents lieux où on apprend. Première proposition, généraliser le tutorat, l'accompagnement par un professionnel de l'école, mais aussi par des professionnels extérieurs à l'école, du monde de l'entreprise, du monde associatif, du monde des loisirs, sportifs, mouvements de jeunesse, et pas seulement pour aider à faire un projet d'orientation, mais pour que le jeune soit accompagné dans son insertion sociale et professionnelle, et que le tutorat prenne une forme de mentorat pour permettre aux jeunes de grandir et de prendre toute sa place dans la communauté adulte. Là aussi, à l'Agora hier, un oui vraiment massif et global. Juste une petite remarque sur notre côté absolu. On avait mis généralisé systématiquement et le mot a fait peur. Prise en charge collective de la vie scolaire. À l'école, il y a des enseignants, il y a des surveillants, voire des éducateurs dans certains établissements. Il y a le personnel administratif, le personnel de service. Et tous rencontrent,
les jeunes, qui ne sont pas que des élèves, dans ce lieu de vie que sont les établissements scolaires. Or, au moment des décisions, au moment des choix qui engagent l'avenir, ces regards ne se croisent pas et ces différentes facettes du jeune ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc, par une prise en charge plus collective, par une vie d'équipe plus complète, vous connaissez le proverbe, il faut tout un village pour faire un homme, eh bien, il faut tout un établissement scolaire aussi, et pour faire grandir un élève et permettre que l'apprentissage se fasse. Développer l'enseignement modulaire tout au long de la vie. On n'apprend pas qu'à l'école. Une fois qu'on l'a quitté, on peut retrouver des formations par une articulation, bien sûr cela se fait, mais par une articulation plus fine, plus approfondie entre la formation initiale et la formation continue, en développant les formations qualifiantes, certes, mais aussi diplômantes à tout âge de la vie. Mettre en place un compte personnel d'éducation, on pourrait dire aussi un portfolio de compétences, mais ça c'est un mot un peu plus technique pour les gens du métier, dans lequel le jeune pourrait donner à voir toutes ses compétences dans le domaine scolaire et dans le domaine extrascolaire. Ça viendrait bien sûr compléter le livret scolaire unique, tout ce que développe l'éducation nationale, mais quand est-ce qu'on rend compte de ce qu'on a appris en dehors? Donc, proposer qu'à l'initiative du jeune et selon la forme qu'il voudrait, toutes ces initiatives et tous ces apprentissages puissent être reliés. Nous avons hier beaucoup parlé de l'alliance. Eh bien, ce portfolio de compétences serait une concrétisation des alliances éducatives. Ajoutons que ça médiatiserait mieux la parole entre enseignants et famille si on ne part pas des simples notes, mais de toutes les réussites, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires, pour parler de l'avenir d'un jeune ou même de son présent. Enfin, mettre au point un capital universel de formation, c'est-à-dire sur le modèle des crédits donnés à chaque jeune à la sortie de l'école obligatoire, et disons jusqu'à 25 ans, la possibilité d'activer un certain nombre d'aides, soutien scolaire, accompagnement social, accompagnement logement. Il n'est pas obligé de les utiliser toutes, et on pourrait même imaginer que lorsqu'un jeune n'a pas utilisé tous ces crédits, il soit remis au pot commun pour servir à d'autres qui ont peut-être besoin d'un peu plus de crédit pour que l'insertion se fasse. Le système éducatif français a été pensé de manière très centralisée. L'ambition, légitime et louable, c'était d'assurer l'égalité au niveau national. Même cursus, même programme, même diplôme. Mais nous l'avons bien vu hier, dans les chiffres accablants présentés par Bernard Hugonnier. Cette centralisation n'est pas le gage d'une lutte efficace contre les inégalités. Elle constitue peut-être même l'un des principaux freins à la diffusion des initiatives locales qui pourtant ne manquent pas. Ici encore, des politiques publiques existent qui permettent de rassembler des acteurs divers dans un objectif commun, mais souvent de façon réparatrice, alors qu'il est nécessaire de promouvoir un travail collectif d'éducation et de prévention. Les semaines sociales proposent que l'on donne davantage d'autonomie aux établissements scolaires, notamment sur l'élaboration du projet pédagogique et le recrutement des enseignants. Cela demande de responsabiliser et de former les équipes de direction. L'établissement scolaire doit être reconnu comme la cellule de base du système scolaire français. Chaque école, chaque collège, chaque lycée doit s'affirmer comme une communauté éducative disposant d'une autonomie reconnue dans le cadre d'un contrat clair avec le rectorat, sur la base d'objectifs et de moyens adaptés aux réalités locales et de modalités d'évaluation qui peuvent s'inspirer du dispositif d'évaluation de l'école dans le premier degré, et en s'appuyant par ailleurs sur des évaluations nationales des élèves en fin de cycle pour s'assurer, vérifier la cohérence du système. Il faut également inciter l'enseignement privé à faciliter la mixité scolaire dans le but de tirer tous les élèves vers le haut. Du fait de leur capacité d'attraction, les établissements privés catholiques ont une responsabilité particulière
et un rôle d'entraînement à jouer. Cela peut commencer par développer des coopérations entre des établissements situés dans les zones plus ou moins favorisées d'une même agglomération. Nous souhaitons également pousser des alliances régionales des métiers et des talents, dans un contexte où sur certains métiers en tension, on compte, selon les estimations, 200 ou 300 000 emplois ouverts qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui. Il s'agit d'encourager au niveau régional des audits de gestion prévisionnelle des compétences afin de pouvoir anticiper les besoins. L'éducation, la formation tout au long de la vie consiste autant à renverser les situations d'illettrisme qu'à se former aux nouvelles technologies. Dans cet esprit, on pourrait envisager la régionalisation de la formation professionnelle en y incluant tous les acteurs, lycées professionnels, AFPA, Greta. Nous proposons enfin la mise en place de conseils de communautés éducatives. Là encore, c'est une formule qui a fait réagir dans l'Agora. Ça s'inspire de l'expérience des CLSPD, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Il s'agit de réunir tous les acteurs de la communauté éducative sur un territoire donné. Dans notre cas, ce serait le corps enseignant, les acteurs de l'éducation populaire, les représentants des parents d'élèves, des collectivités locales, de la prévention spécialisée, etc., pour effectuer à l'échelle du territoire, un diagnostic des besoins éducatifs, définir des projets, fixer des objectifs, notamment de prévention de l'échec scolaire, et déterminer des moyens nécessaires à sa réalisation, et suivre leur mise en œuvre et mesurer leurs résultats. Voici donc les différentes propositions. Un certain nombre d'entre elles, vous avez la version complète entre les mains et elle est sur Internet. Les propositions issues du travail mené par les semaines sociales en préparant cette session. Nous ouvrons ce livre pour le continuer avec vous. Nous l'enrichirons des apports de cette session et nous voulons aussi approfondir certaines propositions en la travaillant avec nos partenaires et des mouvements et associations qui nous sont proches. Nous souhaitons en diffuser une version amendée aux élus territoriaux et aux parlementaires qui seront élus l'an prochain. Et nous espérons qu'il aura d'autant plus d'écho qu'il s'inscrit dans un mouvement où plusieurs des associations autour de nous formulent également leurs propositions pour l'éducation, chacun dans son domaine d'expertise. Et je pense en particulier au laboratoire d'idées Vers le haut, qui a formulé 12 propositions pour l'éducation, et aux apprentis d'Auteuil, qui présente bientôt son livre blanc sur l'éducation. Mais la première étape, c'est maintenant. C'est de soumettre notre livre ouvert au débat avec les formations politiques qui prévoient de présenter un candidat à la présidentielle. Et j'invite maintenant François Ernenwein et les différents représentants des formations à nous rejoindre sur la tribune pour ce temps de réaction à nos propositions. Je vous remercie.